Bienvenue dans le débat de France 24. Au jeu du ni oui ni non, il est en train d'exaspérer ses adversaires. Carles Puigdemont, le président de la Catalogne, refuse obstinément de répondre à Madrid. A-t-il, oui ou non, déclaré l'indépendance? Il avait jusqu'à 10 h ce matin pour répondre. Une fois de plus, il a botté en touche en renvoyant la question au gouvernement espagnol. Êtes-vous prêt, vous, à négocier sous peine de porter la responsabilité du divorce? C'en est trop. Pour Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, poussé à bout, convoque un conseil des ministres extraordinaire pour son retour de Bruxelles samedi. Il compte bien suspendre l'autonomie dont bénéficiait jusque-là la Catalogne. De quoi parle-t-on? Explication en images. L'Espagne est un pays très décentralisé. La Constitution confère à 17 communautés autonomes des pouvoirs étendus en matière de santé, d'éducation ou encore de sécurité. Mais le texte de 1978 institue aussi un garde-fou, un article qui permet au pouvoir central d'intervenir directement dans les affaires d'une région en cas de crise. Il s'agit du fameux article 155. Si une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d'autres lois lui imposent, ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ses obligations ou pour protéger l'intérêt général mentionné. L'article est court et relativement imprécis. Dans son alinéa 2, il précise simplement que le gouvernement pourra donner des instructions à toutes les autorités des communautés autonomes. Il reste donc assez flou, surtout qu'en près de 40 ans, il n'a jamais été appliqué. Mais pour ce spécialiste, le gouvernement pourrait faire appel à un certain nombre de mesures réduisant l'autonomie de la Catalogne. Cela irait du domaine économique au contrôle de la police autonome, ou encore le contrôle de certains aspects institutionnels. Et on pourrait même arriver au point où le gouvernement assume même la décision de dissoudre le Parlement régional et de convoquer des élections anticipées. Pour déclencher la procédure, Mariano Rajoy devra saisir le Sénat et obtenir un vote sur les mesures nécessaires. Une formalité, car son parti y est largement majoritaire. Déclencher l'article 155, ce serait une première, un saut dans l'inconnu pour l'Espagne et pour l'Europe. Le choix du pire ou bien la seule issue possible. On en parle avec José Couso. Bonjour, vous êtes membre de l'Assemblée nationale catalane et vous enseignez la sociologie ici à l'université Panthéon-Sorbonne. Merci d'être avec nous. Face à vous, Benoît Pellistrandi. Bonjour, historien spécialiste de l'Espagne. Vous êtes l'auteur de l'histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours. C'est paru aux éditions Guérin. Merci d'être avec nous également. Merci aussi à Christophe Barré, historien spécialiste de l'Espagne. Vous aussi, vous êtes l'auteur de Podemos pour une autre Europe, paru aux éditions du CERF. Et puis avec nous en direct de Bruxelles, notre chef du service Europe ici à France 24, Caroline de Camaret. Bonjour Caroline. Vous suivez actuellement le Conseil européen des 28, puisque Theresa May est là pour plaider la cause du Royaume-Uni auprès de ses partenaires. Dans ce contexte qu'on imagine dominé par le Brexit, Caroline, on est inquiet aussi pour la Catalogne. Oui, en tout cas, les discussions de couloir sont concentrées sur la Catalogne. Et effectivement, les 28 sont normalement derrière les positions de Mariano Rajoy. Le président du Parlement européen a rappelé que finalement, pour l'Union européenne, il existait la Constitution espagnole et seulement la Constitution espagnole. Et que donc, certes, il y a depuis quelques semaines quelques appels au dialogue de la part des leaders européens. Vous l'avez compris, assez timoré sur ce chapitre, mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur la possibilité que l'exemple catalan, s'il virait au vinaigre, eh bien, fasse tache d'huile aussi en Europe, suscite encore plus de vocations indépendantistes du côté de l'Écosse notamment, et puis du côté, on pense bien sûr à la Flandre. Chacun a sa problématique, les îles Féroé, il y a des référendums en Vénétie-Lombardie, en Italie, etc. Donc vous voyez bien que le Conseil européen, il est très partagé, il est en effet officiellement tout à fait aligné derrière Mariano Rajoy et la thèse la plus légaliste. En attendant, il aimerait bien qu'une solution politique puisse être ébauchée quand même dans les prochains jours. Une solution politique, vous pensez que c'est encore possible ou bien est-ce que vous craignez réellement la mise en œuvre de cet article 155 ? La mise en œuvre de l'article 155 est difficile, en fait. Au contraire, en contraste avec ce que l'expert a dit,
Normalement, la plupart des constitutionnalistes pensent qu'on ne peut intervenir que les aspects administratifs de la communauté autonome. On ne peut pas ni déposer le président de la Catalogne, ni le gouvernement. On ne peut pas, probablement pas, appeler à de nouvelles élections. Donc, c'est un impasse que Rajoy est en train de se donner à lui-même. C'est une impasse, Benoît Pellistrandi. Est-ce que Madrid va en connaissance de cause vers un cul-de-sac ? Le problème, c'est que le cul-de-sac, il a été créé par l'attitude et le choix des autorités catalanes. Les autorités catalanes ne reconnaissent plus l'autorité du tribunal constitutionnel. Donc, l'application de l'article 155, c'est le tribunal constitutionnel qui va quand même donner un certain nombre d'indications. Si les autorités catalanes disent « Ah ben, de toute façon, les indications du tribunal constitutionnel, cette fois-ci, on les reconnaît », à ce moment-là, pourquoi elles ne reconnaissent pas l'invalidation de la loi référendaire qui a été prononcée mardi dernier ? Donc, en réalité, on est sur un jeu de billard, non plus à 3 bandes, c'est devenu à 8, 9, 10, 15 bandes, c'est pour ça que ça devient incompréhensible. La seule réponse que l'on peut donner, c'est celle qui est donnée actuellement en Europe. Il existe une constitution, il existe un cadre dans lequel on peut discuter. Et l'Europe va en faire demain le témoignage, puisque il y a la remise des prix Princesse des Asturies à Oviedo, et ils viennent de manière tout à fait exceptionnelle, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le président du Parlement européen, Tajani, et le président du Conseil européen, Donald Tusk. C'est vraiment la manifestation très claire que l'Europe, l'Union européenne, est derrière le gouvernement espagnol. Il existe une constitution, Christophe Barré, oui, mais sous cette constitution, l'idée même d'un référendum eût-elle été possible ? Il s'agit un petit peu, bien sûr, pour qu'un référendum soit possible, il faut qu'il y ait réforme de la Constitution. Et là, on s'inscrit dans un temps qui est plus long que celui que nous sommes en train de vivre, où tout le monde attend un petit peu les... Mais la réforme, on sait bien, le gouvernement, en tout cas le Parti populaire, n'en veut pas, la réforme de la Constitution. Donc, il y a des disputes, effectivement. Il n'y avait de toute manière pas de possibilité pour un référendum dans ces conditions, non ? Non, mais aujourd'hui, le Parti populaire ne joue pas tout seul, il joue avec le Parti socialiste, sur lequel il est lié. Les décisions qui seront prises en application de l'article 155, ces mesures qui seront imposées à la Catalogne, elles seront négociées entre le Parti populaire et le Parti socialiste. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que depuis le début de cette crise, on voit le gouvernement, le Parti populaire et Madrid sur une vision très légaliste des choses, finalement s'en tenir à la lettre de la Constitution. Oui. Or, précisément, est-ce que... C'est pas si mal que ça, Mariano. Mais est-ce que, finalement, la Constitution en elle-même, de toute manière, ne rendait pas possible cette initiative des indépendantistes ? Donc, est-ce que, finalement, ce n'est pas un argument, d'une certaine manière, de mauvaise foi ? Le respect de la loi n'a pas été considéré comme un argument de mauvaise foi. Mais ça veut dire qu'il n'y a même pas lieu à référendum. Circuler, il n'y a rien à voir d'une certaine manière. C'est ce que dit Madrid, mais ce n'est pas ce que disent d'autres forces politiques. Il y a après les négociations qui sont possibles. Je répète, avec le Parti socialiste notamment, qui lui demande une fédération espagnole, la fédéralisation de l'Espagne. Donc les voies de discussion, elles existent quand même. Pas aussi vite que le voudrait aller le mouvement indépendantiste, c'est évident. Caroline de Camaret, au Parlement européen, il y a évidemment, notamment au sein du Parti socialiste, un certain nombre de députés socialistes espagnols. Quelle est leur position à eux aujourd'hui ? Et quelle est la position aussi de Podemos, qui compose également la gauche espagnole ? Alors, vous savez que les socialistes, et notamment Pedro Sánchez et évidemment les députés européens qui le soutiennent, ont clairement dit qu'ils souhaitaient peut-être créer cette commission constitutionnelle pour faire évoluer la Constitution s'il le fallait. Il faut dire que c'est une façon aussi quand même pour le pouvoir central, Rajoy, mais appuyé sur les socialistes, de redire de toute façon, nous refusons que les choses se jouent à l'Assemblée catalane, il faut qu'elles se jouent à la véritable Assemblée, c'est-à-dire au Congrès des députés. Mais il faut rappeler quand même que les forces catalanes, typiquement dans ce congrès des députés, sont aux alentours d'une douzaine à peine. Donc évidemment, ils ne sont pas en position de force pour imposer un agenda législatif et une réforme majeure sur le thème de l'autonomie des généralités, donc des régions autonomes, en particulier de la Catalogne. Donc ça, c'est un premier débat. Et puis l'autre débat, évidemment, qu'on voit s'ébaucher, c'est si M. Puigdemont est tellement sûr de son bon droit lorsqu'il déclenche un référendum,
référendum et lorsqu'il demande l'indépendance de la Catalogne, eh bien pourquoi ne pas remettre son mandat en jeu? Pourquoi ne pas organiser en Catalogne même de nouvelles élections? Et on verra bien si les forces indépendantistes pures sont à nouveau à la tête d'une majorité, parce que pour l'instant il y a une toute petite majorité de 49% et de quelques sièges, mais sont à nouveau capables d'être en force dans ce Parlement catalan, ou alors si finalement les Catalans, ayant vu comment les choses se dérouler, avec les risques économiques à prendre, eh bien, seront plutôt tentés de voter pour d'autres partis dans ce Parlement catalan, à savoir des partis non indépendantistes. Alors on va voir justement ce qu'a déclaré aujourd'hui lors de la lettre adressée aux autorités madrilènes le président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont. Pour lui, c'est le peuple de Catalogne qui, le 1er octobre, a décidé l'indépendance. J'ai laissé, dit-il, en suspens les effets de ce mandat populaire. Si le gouvernement de l'État persiste à empêcher le dialogue et à continuer la répression, le Parlement de Catalogne pourra procéder, s'il l'estime opportun, au vote de la déclaration formelle d'indépendance, ce qu'il n'a pas fait, précise-t-il, le 10 octobre. Autrement dit, pour l'instant, il n'y a pas de proclamation d'indépendance, c'est ce que dit Carles Puigdemont. Vous vouliez réagir, Benoît Pellistrandi? Oui, je voulais juste rappeler une chose à propos de la Constitution de 1978. Elle a été rédigée dans le cadre d'un consensus, elle a été votée en Catalogne avec 91% des voix, et il ne faut pas oublier la contribution spécifiquement catalane de Miquel Roca i Junyent, qui est un des pères de la Constitution, qui est un catalaniste historique, et il faut bien comprendre que le texte de 1978 permet justement de régler cette question de la Catalogne, alors dans les circonstances de 1978, mais en reconnaissant justement, en important depuis la Seconde République, la Generalitat, et c'est vraiment un élément très fort du pacte démocratique qui permet la transition. Donc ça, c'est un point d'histoire. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas bouger, entendons-nous bien, mais ça veut dire que la crise en Catalogne est effectivement en train de dynamiter le pacte démocratique espagnol. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre tous les enjeux qui sont derrière, parce que si l'on écoute uniquement le discours des autorités catalanes, ou si l'on n'écoute que le discours de Madrid, on n'arrive pas à comprendre quelle est la nature du débat. De la même façon qu'au cours de ces dernières semaines, tout d'un coup, on s'est rendu compte finalement que la Catalogne était plus complexe qu'on ne le croyait, que cette fameuse division de la société catalane est une réalité, et que c'est tout ça qui rend la situation si difficile et si tendue aujourd'hui. Rosée Cousson, est-ce qu'on peut, sur la base d'un référendum qui, selon les autorités indépendantistes catalanes, a réuni 43% de participation, effectivement à la fois acter de l'indépendance de la Catalogne, alors même qu'on le voit selon tous les sondages, et comme vient de le dire Benoît Pellistrandi, la société est en tout cas divisée en deux parts à peu près égales, et effectivement, il y a les textes et... malgré tout, la dévolution d'un certain nombre de pouvoirs et la reconnaissance de la Catalogne en tant qu'entité autonome. Bon, en fait, 80% des Catalans sont d'accord pour un référendum et pour décider de leur avenir, ça depuis des années. Donc, elle n'est pas aussi divisée que ça. On est d'accord à être... Sur la volonté d'une consultation. Bon. Ça, c'est une chose. Deuxième chose... Ça ne préjuge pas de la réponse à la consultation. C'est la volonté d'être selon consulté. tous les sondages, les sondages qui s'approchaient, enfin, quand on s'approchait au 1er octobre dernier, les sondages donnaient les oui en majorité. Et il n'y a pas que ce référendum aussi. Il y a eu déjà des élections en 2015, le 27 septembre, qui ont donné gagnant les forces indépendantistes haut la main, parce que c'était 48% face à 39%. Je rappelle toujours que les autres forces politiques et les autres pourcentages de vote ne se sont pas prononcés ni pour les oui ni pour les non. Et les additionner dans les non, oui. Ce serait aussi abusif que moi, si moi je les additionne dans les oui. Donc, c'est 48 contre 39. Donc, quand j'écoute un peu les commentaires, on dirait qu'on retourne à 7 ans en arrière. Il y a 7 ans qu'on demande de la négociation. Il y a 7 ans qu'on se manifeste. Il y a 7 ans qu'on a essayé de trouver des manières de trouver une solution. Pardonnez-moi, ma question, en fait, n'est pas de savoir s'il y a une courte majorité des Catalans pour ou contre l'indépendance. Je ne discute pas le fait que peut-être une courte majorité de Catalans la souhaite, mais lorsqu'on est sur des chiffres aussi serrés, est-ce que ça donne une base légitime suffisante pour déclarer un mouvement aussi irréversible? C'est la démocratie. S'il y a un conflit, il faut le gérer avec les urnes. Quelle autre manière alors? Mais la question aussi est de savoir qu'est-ce qui a construit le conflit. Et la vraie question, par exemple, quand on parle effectivement, vous remontez 7 ans en arrière, mais le statut d'autonomie réformé en 2006 et retoqué en partie, 14 articles sur 226, convergence et union du président Puigdemont
étaient contre la réforme du statut d'autonomie. Et tout d'un coup, ils se sont mis à être d'accord parce qu'il y a eu des négociations entre le gouvernement Zapatero et les différentes forces politiques catalanes. Parce qu'il y a eu un mouvement populaire. Pas simplement, ce sont surtout des manœuvres d'appareil. Christophe Barré, mouvement populaire, est-ce que ce mouvement populaire... Populaire, c'est pas populaire. Est-ce que justement... Pour moi non plus, est-ce que justement... Est-ce que justement, Christophe Barré, vous qui notamment avez étudié le cas de Podemos, et on sait que la maire de Barcelone est issue, disons, proche de Podemos, qu'elle-même, à titre personnel, n'est pas favorable à l'indépendance, mais elle était favorable à la consultation. Est-ce que pour cela d'équidistant, y compris par la gauche indépendantiste catalane. Est-ce que l'incarcération cette semaine des dirigeants de l'Assemblée nationale catalane et d'Òmnium Cultura, qui sont les deux principales associations séparatistes, est-ce que ça ne joue pas en faveur de la mobilisation populaire et du raidissement d'une certaine manière? On va voir, c'est vrai que l'histoire est en train de s'écrire un petit peu sous nos yeux. Une manifestation est convoquée à Barcelone samedi après-midi. J'allais dire la mobilisation de la rue, c'est tout ce qui reste, entre guillemets, au mouvement indépendantiste qui est sorti un petit peu de la voie légale, même de la voie légale qui s'était lui-même fixée en ne proclamant pas finalement cette indépendance alors qu'elle devait l'être, en ne respectant pas tout à fait les droits de l'opposition au Parlement quand cette loi de transition on ne peut pas leur reprocher à la fois de pas proclamer l'indépendance et puis de vouloir le faire. Là, l'extrême gauche les pousse à le faire, par exemple. Le mouvement COUP, qui fait partie de la majorité, manifeste à nouveau ce soir pour pousser Carles Puigdemont. Donc il est relativement raisonnable finalement dans sa décision de ne pas aller plus loin. Ces deux grandes associations, l'une qui date de l'époque franquiste, qui avait été légalisée, Òmnium, et puis l'autre, Assemblée nationale, créée en 2011 justement pour appuyer l'indépendantisme. Et puis cette aile gauche, effectivement, représentée par la COUP, c'est Candidature d'unité populaire, avec un mouvement de jeunes aussi, dont il faudra voir un petit peu comment il évolue, s'il bascule dans la violence ou pas. Ce sont des choses à étudier. Non, des universitaires de Barcelone. Il y a une crainte aujourd'hui chez Carles Puigdemont, ou au contraire une volonté d'aller plus loin et de défier Madrid? On craint un petit peu la dérive aussi, la dérive plébiscitaire, y compris à gauche. On discute beaucoup, notamment à Podemos, du recours permanent au référendum et des risques de scission que ça peut. Mais lui, est-ce que sa main tremble à l'heure de proclamer l'indépendance? On a eu le sentiment cette semaine que voilà, il avait du mal à se positionner. Il marque le pas. Et Rajoy, lui, continue d'avancer. Donc même d'un point de vue complètement neutre, d'observation, d'un point de vue d'observation qui doit être le nôtre, celui des historiens un petit peu du temps présent, c'est difficile, c'est vrai. C'est normal que Rajoy avance si Puigdemont n'avance pas. Du point de vue historique, il y a la voie slovène qui avait marché exactement de cette manière-là, à la manière de Puigdemont. Donc il y avait eu un référendum, un principe de déclaration, on l'avait suspendu pour que la Yougoslavie puisse ordonner les affaires. On sait juste que la Yougoslavie était une république fédérale. Oui, elle avait déjà la structure effectivement fédérale. Et que l'État yougoslave était en complète décomposition, ce qui n'est pas l'État. Il y avait aussi un degré de violence qui fort heureusement n'a pas été approché, même de près, actuellement en Espagne. On va en reparler dans un instant, dans la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous, c'est tout de suite.